je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Mon dernier objectif est d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux. Je vous propose leur suppression à l'horizon 2021. Bonjour. Consternation, surprise, incompréhension, ce sont les mots qu'ont utilisés les présidents socialistes des 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais en réponse aux annonces de Manuel Valls sur l'avenir des collectivités locales. 4 axes sont donc tracés: fusion des régions, disparition des départements à l'horizon 2021, nouveau redécoupage des intercommunalités et spécialisation des compétences pour chaque niveau. Alors, un séisme institutionnel dont nous allons tâcher de comprendre les tenants et les aboutissants avec nos invités. Dominique Dupilet, président socialiste du Conseil général du Pas-de-Calais, bonjour. Jean-René Le Serre, sénateur UMP du Nord et ancien chef de file de l'opposition pendant 15 ans au Conseil général du Nord. Bonjour. Dominique Vatrin, c'est Vatrin que vous préférez qu'on dise, sénateur communiste du Pas-de-Calais et vice-président à vos côtés, Dominique Dupilet, au Conseil général. Donc, messieurs, je rappelle à tout le monde, pour justifier encore davantage votre présence, que le Sénat, au Parlement, représente les collectivités locales. Donc, on peut dire qu'avec l'annonce de ce Big Bang territorial, faite lors du discours de Manuel Valls de politique générale, d'abord à l'Assemblée le 8 et puis au Sénat le 9, eh bien que Valls a pris tout le monde de court, et en particulier les élus PC et PS qui avaient combattu le projet de Nicolas Sarkozy de conseiller territorial et de spécialisation obligatoire des collectivités. Dominique Dupilet, Valls plus brutal que Sarkozy? C'est tout aussi brutal, c'est tout aussi injuste, et en particulier la méthode est très mauvaise. On ne dit pas aux gens qu'ils vont disparaître à une date annoncée sans les avoir consultés. Je considère que c'est un mauvais coup qui est porté à la démocratie sur les méthodes. Jean-René Le Serre, la brutalité des annonces vous a surprise? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une double réaction. Il y a le fait, après un échec cuisant du gouvernement, de trouver des boucs émissaires. Et quoi de plus facile, effectivement, que de se tourner vers les collectivités territoriales. Et puis, la deuxième impression, c'est l'impression d'un gouvernement bateau-ivre. Parce que Manuel Valls vient affirmer exactement le contraire de ce que disait Jean-Marc Ayrault quelques semaines plus tôt et le président de la République lors de ses vœux à sa chère population de Tulle. Même analyse, Dominique Vatrin? Non, moi je ne suis pas complètement surpris par la brutalité un peu, mais tout cela était quand même bien préparé avant. Nous avions eu la loi d'affirmation des métropoles qui a été votée il y a quelques mois sous le gouvernement Ayrault, où en filigrane apparaissait la disparition des départements. On peut prendre le modèle du Rhône qu'avait vanté François Hollande il y a encore quelques mois, avec une métropole qui absorbe en partie le département du Rhône. Tout de même, Dominique Dupilet, ces 4 bouleversements du paysage politique, ou grand P, français, est-ce qu'ils ne sont pas carrément en contradiction avec l'engagement 54 du président Hollande, qui prévoyait davantage de décentralisation et davantage d'autonomie pour les collectivités? Oui, ils sont complètement en contradiction, d'abord parce que la Constitution garantit l'existence des différentes collectivités. Deuxièmement, parce que notre territoire n'est pas fait que de l'État, il est fait aussi de l'addition des collectivités et leur utilité n'est plus approuvée. Et par conséquent, c'est tout à fait contraire au principe démocratique. Sur le fond, on peut discuter. Sur le fond, il y a sans doute des améliorations à apporter, mais qu'on en discute. Nous ne sommes pas là pour écouter les dictates. Alors, on va en rediscuter tout au long de cette émission. On va insister aujourd'hui sur les départements, mais votre avis brièvement sur la fusion des régions nous intéresse évidemment aussi. Alors, je rappelle que ça se ferait sur la base du volontariat, et si ça ne marche pas, ce sera la loi. Est-ce qu'il y a pour vous une impérieuse nécessité à avoir des régions plus grandes, pour des raisons de visibilité à l'échelle européenne, entend-on, ou pour faire des économies? Jean-René Le Serre. Je crois que c'est surtout un problème de cohérence. On cite beaucoup actuellement ce petit bouquin, c'est un rapport d'information Raffarin-Cratinger, donc droite-gauche, qui proposait effectivement d'avoir des régions plus vastes. Mais il proposait des régions plus vastes à la condition qu'il y ait parallèlement le maintien des départements.
c'est-à-dire la région plus vaste comme étant effectivement un univers de prospective, notamment en économie, et un département qui se maintient pour préserver la proximité. Ici, on a tout et son contraire, une réforme et un projet incohérent qui d'ailleurs ne se réalisera pas, parce que 2021, c'est un déluge. Ouais. Dominique Vatrin, pour les communistes, cette annonce concernant les régions, c'est d'abord pour se plier au diktat européen. Je pense, alors pas pour faire forcément des économies parce que je ne les vois pas. Beaucoup pensent qu'en supprimant des élus, on va verser moins d'indemnités. En réalité, dans un budget d'une collectivité, les indemnités d'élus pèsent 1/10 du budget. Donc ça veut dire pour un smigard économiser 10 centimes d'euros. Donc ce n'est pas un problème d'économie, c'est un problème d'un plan d'austérité qui doit être présenté par le Premier ministre prochainement, pour rendre des comptes à l'Europe, puisqu'il y a la règle d'or maintenant qui s'applique. Vous avez la même approche que votre collègue Dominique Vatrin ? Moi, je trouve que Valls dit tout et son contraire. Il dit sur la base du volontariat. Effectivement, en France, il y a des régions qui peuvent fusionner. Il y en a déjà qui ont fait acte de candidature, comme la Bourgogne et la Franche-Comté. Et je crois que les choses se feraient naturellement. Là où ça n'est pas possible, est-ce que c'est parce qu'on va fusionner le Limousin et l'Auvergne qu'on va créer une région dynamique et différente ? Pas du tout. Et nous, Nord-Pas-de-Calais, finalement, l'intérêt pour nous, ce sera aussi de travailler avec l'euro-région et pas seulement. Pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans l'Hexagone ? On travaillerait beaucoup mieux avec la partie du Hainaut belge ou la Wallonie qu'on travaillerait avec d'autres régions en France. Par conséquent, si on veut de l'ouverture, il faut accepter de l'ouvrir complètement et laisser les gens travailler et laisser les gens s'y préparer. Et pas dire, si vous ne faites pas cela, vous aurez un coup de bâton. Ce n'est pas une façon de gouverner. Alors, vous venez d'ouvrir la piste pour la question suivante qui était prévue à propos de notre région. Non, c'est parfait. On sait que la Picardie ne veut pas être découpée. On sait que les deux Normandies ont fait des offres à la Picardie. Au-delà donc de votre proposition pour le Nord-Pas-de-Calais d'une euro-région, éventuellement avec qui le Nord-Pas-de-Calais pourrait s'associer, ou bien la région avec ses 4 millions d'habitants peut-elle rester autonome ? D'abord, s'associer avec ceux qui souhaitent l'association. Moi, j'ai discuté avec le président du Conseil général de l'Oise, lequel me disait que l'Oise penchait beaucoup plus vers la région parisienne que vers, effectivement, le Nord-Pas-de-Calais. Oui, mais j'ai vu que le président socialiste de la région Picardie ne veut pas de dépeçage de la Picardie. Mais ce n'est pas non plus au président seul de décider. Peut-être qu'effectivement, des départements comme l'Aisne ou la Somme sont des départements qui se retrouveraient assez bien dans une grande région du Nord. Et après tout, le projet de grande région du Nord, Pierre Mauroy, en son temps, l'avait également défendu. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus, de Paris, imposer un diktat s'appliquant sur l'intégralité du territoire. Il faut laisser, effectivement, les régions, laisser des départements décider de ce qui leur convient le mieux. On termine avec vous sur cette question des régions. Avec qui, naturellement, devons-nous travailler ? Je pense que la région Nord-Pas-de-Calais, avec 4,5 millions d'habitants, a un dimensionnement qui ne pose aucun problème. Après, on peut toujours chercher des coopérations, ça, c'est pas le problème. Mais franchement, le problème, c'est plus la montée de la misère, la désertification industrielle. Or, ce qui est prévu, le plan d'austérité, 11 milliards d'euros appliqués sur les collectivités locales, va aggraver la situation. Donc, c'est pas un problème de dimension. Donc on va y venir, et on revient maintenant au département. En mars 2015, il faut rappeler que les Français vont renouveler les conseils régionaux et les conseils généraux, qui vont devenir à cette occasion des conseils départementaux. La loi d'ailleurs a modifié et les cantons et le mode de scrutin. On rappelle qu'on va diviser par 2 le nombre de cantons, qu'on va augmenter la taille des cantons et qu'en plus on élira 2 conseillers pour chaque canton, un homme et une femme. Donc les citoyens vont être face à une offre et politique et territoriale nouvelle. Est-ce que c'est, Dominique Dupilet, un changement et des élections pour rien si les départements doivent disparaître 6 ans plus tard ? D'abord, un changement sûrement, puisqu'on va avoir des conseils départementaux qui n'existent pas. Deuxièmement, on va avoir une parité, on a redécoupé des cantons, ça va quand même faire un changement. Nous, il y a 30 hommes qui doivent disparaître pour faire la place à 30 La question, femmes. C'est un changement pour rien. Est-ce que ça sera un changement pour rien ? Mais qui va être candidat dans une élection pour un conseil dont on dit qu'il est condamné à court terme? Il n'y a personne qui monte à l'échafaud de bonne volonté. Deuxièmement, quel est l'électeur qui va aller voter? Parce qu'il s'agit aussi de mobiliser l'électorat. Quel est l'électeur qui va aller voter pour une assemblée dont on dit que finalement qu'elle ne sert à rien puisqu'on va la supprimer? Et donc, par conséquent, il y aura là un problème démocratique qui est posé. Je
Je pense que si on pouvait se poser le problème des compétences, notamment la compétence générale qui peut disparaître, nous l'avions supprimée, Hérault l'a rétablie, Valls veut effectivement la faire disparaître à nouveau. On aurait dû se poser le problème des compétences avant de se poser le problème du mode de scrutin. Ceci dit, c'est fait, c'est fait. Donc est-ce que l'élection aura lieu en 2015 ? J'en sais rien. Il faut d'abord effectivement que les décrets de découpage aient subi les fourches codines du juge administratif, parce qu'il y a des recours. et du Conseil d'État. Il y a effectivement d'innombrables recours pour savoir effectivement ce qui se passera. Pour une élection pour rien, vous partagez je ne partage pas ce qui vient d'être dit, parce qu'on dit c'est fait, les jeux sont faits. Non, il y a quand même encore un Parlement dans ce pays, et je vous signale quand même qu'il y aura la question de confiance qui va être posée le 29 avril. Moi, je crois que les parlementaires de tous bords, s'ils sont attachés à la décentralisation, s'ils sont attachés au département, pourront justement l'exprimer le 29 avril. Vous voulez dire en ne votant pas la confiance, enfin. En votant pas cette feuille de route qui aboutit à la suppression des départements et à la diminution par 2 du nombre de régions, qui pour moi va dans le mauvais sens. Ils seront aussi, entre guillemets, indisciplinés ou courageux, ou c'est selon les députés socialistes ? Il faut d'abord qu'ils fassent entendre leur voix. Tout n'est pas mauvais dans ce qu'a dit M. Valls. Mais sur ce sujet-là, il faut qu'ils fassent entendre leur voix, et en particulier dire que c'est contraire à la démocratie. La France n'est pas composée que d'un État. Elle est composée de l'État et des collectivités territoriales. Chacun joue son rôle éminent, et y compris dans le développement, y compris dans l'économie, et pas seulement sur le plan institutionnel. Dans nos 2 départements, les 2/3 des budgets sont consacrés aux dépenses sociales, entre autres le RSA, l'APA pour les personnes âgées, la PCH pour les personnes handicapées, l'aide au logement, etc. Si les départements disparaissent, qui va s'en occuper, selon vous ? Ce qui est d'abord certain, c'est que si les départements disparaissent, les dépenses de services de la population ne vont pas disparaître. Donc les économies, il faudra d'abord commencer par les chercher. Qui va s'en occuper ? Là où il y a des grandes métropoles, il est encore possible que la métropole prenne cette compétence supplémentaire. Elle ne court pas après. Et moi, je me dis, il y a une expérimentation qui est faite aujourd'hui à Lyon, on l'évoquait, laissons donc l'expérimentation se développer et on verra bien si elle est fructueuse ou si elle ne l'est pas. Au niveau des secteurs ruraux, personne ne pourra prendre le relais. Donc, il y a un vide total, ce qui montre que le projet est un projet hautement fantaisiste. Alors moi, je pense, et je l'ai déjà dit, qu'on n'ira vers aucune économie, bien au contraire. Pourquoi ? Parce que, notamment en matière d'action sociale, médico-sociale, les départements ont la bonne échelle. Par exemple, le Pas-de-Calais, suffisamment grand pour mener des politiques publiques qui sont génératrices d'économie et suffisamment proche des territoires pour mener des bonnes actions. Et je vais vous donner simplement un exemple, 5 secondes. Vous savez, 40% des entrées dans la perte d'autonomie sont liées à des chutes. Si on fait que verser des allocations, on dépense. Si on fait de la prévention par des politiques publiques, on fait des économies. Et il faut donc maintenir les départements. Qui pourrait s'occuper de toute l'action sociale menée par les départements s'ils disparaissent ? C'est impossible à imaginer aujourd'hui. Alors effectivement, on a parlé des métropoles, mais enfin, les métropoles, elles ont autre chose à faire que de s'occuper de ces problèmes. Ça veut dire charger la barque. Et en plus, il faut bien dire que l'État ne donne pas les moyens aux collectivités aujourd'hui pour payer ces allocations. Et ce sont les contribuables des départements qui font face aux carences de l'État. Ça veut dire clairement que l'État, qui doit de l'argent aux départements, pour se débarrasser d'eux et de sa dette, il est en train de les tuer. Mais alors, pour pousser plus loin sur le qui va faire quoi, et on y reviendra aussi plus tard, on rappelle que le Conseil général emploie en gros près de 10 000 agents dans le Pas-de-Calais et 12 000 dans le Nord, tout compris, y compris les assistantes familiales, les pompiers, etc. En France, 360 000 agents. On suppose donc effectivement qu'ils ne vont pas perdre leur emploi. Où et comment vont-ils exercer leur mission ? Dans quel contexte ? Dans quelle structure ? Écoutez, par exemple, le SDIS, on peut très bien le rattacher à l'État. Le SDIS, ce sont les pompiers. Les pompiers, effectivement, puisqu'après tout, il s'agit d'une compétence régalienne. Mais vous aurez effectivement énormément de difficultés lorsque vous travaillerez notamment sur les personnels sociaux, qui sont effectivement la compétence essentielle. Donc je pense que tout cela est loin d'être prêt. Lorsqu'on repousse d'ailleurs à 2021 la réforme, lorsque l'on sait que cette réforme exige une révision constitutionnelle, et qu'une révision constitutionnelle, ça demande soit un référendum hyper dangereux pour tout gouvernement, soit une majorité des 3/5 que bien évidemment le gouvernement n'obtiendra pas, on a quand même l'impression qu'on amuse la galerie pour la détourner des problèmes essentiels. Alors tout à l'heure, Dominique Vatrin a évoqué l'absence d'économie. On rappelle que Nicolas Sarkozy avait prévu des économies sur le nombre d'élus. Il y a en France, depuis les dernières élections,
4030 conseillers généraux, 156 dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Est-ce que c'est le gisement principal d'économie? Est-ce que moins d'élus implique également plus d'efficacité? Non, c'est purement démagogique, parce que les élus, ce sont des élus de territoire, ce sont les élus de proximité, ce sont des élus qui sont chargés de répercuter l'efficacité du service public auprès de l'Assemblée départementale. Et lorsque, dans le discours de M. Valls, ils disent que les gens recherchent, c'est plus de proximité, et en disant, dans le quart d'heure qui suit, qu'il faut supprimer les départements, ça veut dire que, manifestement, il n'est jamais sorti de la région parisienne. Il ne sait pas ce que c'est qu'un département français. Il ne sait pas ce que c'est qu'un département comme le Pas-de-Calais, où il y a 700 communes rurales. Et par conséquent, je considère qu'il y a un manque d'analyse, à la fois sur la forme et sur le fond, un manque de démocratie. On rappelle que Dominique Dupilet est socialiste et qu'il parle du patron de la majorité gouvernementale qu'il soutient normalement. Je suis un homme libre et j'ai été élu pour défendre des convictions. Et je suis persuadé que je défends mes convictions tout aussi bien que le Premier ministre. Moins d'élus, c'est plus d'efficacité, Jean-René Le Serre? D'abord, sur le coût des élus, moi je me suis amusé de faire une petite comparaison. Département du Nord, 79 conseillers généraux, 10 vice-présidents. Lille Métropole Communauté Urbaine, dont on parle beaucoup ces derniers temps, 179 conseillers communautaires, 20 vice-présidents. La seule ville de Lille, 24 adjoints. Donc je pense que les départements, ils ont été sur ce plan plutôt économes. Alors moi, j'essaie d'être cohérent. Moi, j'ai voté une loi que mes collègues n'appréciaient pas, mais que j'apprécie toujours, qui était la loi sur le conseiller territorial. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Je pense que le conseiller territorial qui réunissait conseiller général et conseiller régional en une seule personne, qui était aussi l'amorce d'une fusion des régions et des départements, ce qui dans une région avec 2 départements est extrêmement envisageable, eh bien on y reviendra. Et on y reviendra d'autant plus qu'on aura réglé le problème qui était le problème gênant du conseiller territorial, qui était la parité. On aura eu une élection en 2015, effectivement, qui apportera la parité, et on pourra faire le conseiller territorial tranquillement, de manière paritaire. Dans l'annonce, Dominique Vatrin, dans l'annonce du Premier ministre, il y a recyclé, vous l'avez évoqué Jean-René Le Serre, l'affirmation de Nicolas Sarkozy, selon laquelle il faut en finir avec le millefeuille administratif, personne ne comprend plus qui fait quoi. Alors, chaque niveau de collectivité sera donc spécialisé. On ne verra plus la région, le département, voire l'intercommunalité intervenir sur le tourisme, la culture, l'aide au développement, etc. Ce sera donc la fin de ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Est-ce que c'est une si mauvaise piste que ça ? Alors, je crois que le millefeuille, on l'utilise à tort et à travers, parce que n'oublions pas qu'on rajoute aussi une couche, c'est la métropole, c'est le pôle métropolitain, et tout cela avec comme conséquence l'éloignement des centres de décision des citoyens. Chacun étant spécialisé, c'est une mauvaise piste. Je crois d'abord que le département doit pouvoir continuer à jouer son rôle et que ce n'est pas une question d'économie. C'est une question ici de mise en place d'un plan d'austérité dont on sait que tous les plans d'austérité qui sont mis en œuvre aboutissent à augmenter les déficits des collectivités locales. Je rappelle simplement qu'un budget départemental, comme tout autre budget de collectivité locale, il est voté en équilibre, que la dette des collectivités, c'est 11% ce qui n'est pas le cas de l'État. Ce n'est pas le cas de l'État. Dominique Dupilet, la spécialisation de qui fait quoi, précisément, c'est une mauvaise idée ? La spécialisation est indispensable lorsque l'on désigne un chef de file en disant c'est celui-là qui a la compétence. Mais lorsque l'on travaille dans la proximité, la présence de l'ensemble des collectivités autour d'un projet est sans aucun doute la meilleure façon de faire éclore un projet cohérent, proche de la population. Et aujourd'hui, vous ne trouverez aucun maire qui se plaint d'additionner les subventions de la région et du département. Aucun. Et d'ailleurs, beaucoup de choses ne pourraient pas se faire s'il n'y avait pas justement la possibilité de faire des additions. Et aucun développement culturel, on peut parler du développement culturel ou du développement sportif, parce qu'au niveau de l'État, il y a une exemplarité qui est nulle au niveau du développement culturel. Vous voulez dire que l'État n'aide ni la culture ni le sport ? Mais la culture et le sport, ce sont des compétences telles que toutes les collectivités ont intérêt à y mettre. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit tout faire. On ne doit pas tous construire des stades, on ne doit pas tous avoir l'Orchestre national de Lille. Mais il y a aujourd'hui, par exemple, l'Orchestre national de Lille. Il est sous l'égide de la région. Mais nous, par exemple, au département du Pas-de-Calais, nous subventionnons les concerts. Ça permet, dans chaque commune du Pas-de-Calais, d'avoir la possibilité de recevoir l'Orchestre de Lille. Ça, c'est le millefeuille qui permet cela. Moi, je suis pour la compétence spécialisée pour les départements et régions. Je ne partage pas totalement l'opinion de mon collègue Dupilet. Je pense effectivement qu'à partir du moment où il y aura spécialisation des compétences, par exemple, si c'est le département qui assumait le sport, le département mettra davantage sur le sport. Et si c'est la région qui assume la culture... Vous dites davantage, vous ne dites pas exclusivement.
Je ne dis pas exclusivement, parce qu'il reste une autre collectivité, qui est la collectivité communale. Et je rappelle que sur ce problème de spécialisation, Manuel Valls va beaucoup plus loin que n'y allait François Fillon, puisque désormais la spécialisation concernera tout le monde, y compris les communes, qui n'étaient absolument pas envisagées par Fillon-Sarkozy. Ouais. Dominique Dupinet, au moment où les deux conseils généraux socialistes du Nord et du Pas-de-Calais se sont mis à travailler ensemble, à se réunir, vous devez ressentir le fait d'être mal récompensé pour des précurseurs. Oui, c'est-à-dire de ne pas avoir été écouté. Nous travaillons dans la mutualisation, et en particulier aujourd'hui, on est en train de travailler sur la mutualisation de l'énergie sur les lycées et les collèges. On va faire pratiquement 10 millions d'euros d'économies grâce à cette mutualisation sur l'énergie. On est en train de montrer l'exemple, qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse agir, et on montrera les résultats qu'on est capable d'obtenir. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Dominique Vatrin, le Premier ministre, dans le cadre de son plan d'économie de 50 milliards, a annoncé une baisse des dotations de 11 milliards, décidément. J'ai du mal à les sortir, ces milliards, moi-même. 11 milliards pour les collectivités territoriales. Alors, est-ce que les élus ne vont pas devoir choisir entre la peste et le choléra, augmenter les impôts ou fermer le robinet aux services rendus à la population? Bon, écoutez, augmenter les impôts, c'est quasiment impossible aujourd'hui, puisque les collectivités locales, et ça a été le démarrage de leur mort programmée, et les collectivités locales n'ont plus, quasiment plus de levier fiscal. Et en particulier, je crois qu'une des causes de la crise des collectivités locales, c'est la suppression de la taxe professionnelle. Il n'est pas normal que des entreprises qui bénéficient des investissements des collectivités locales, que ce soit par exemple parler des SDIS, de la formation des routes, ne paient aucun impôt au département, par exemple. C'est là que se trouve la crise. Il ne faut pas chercher ailleurs sur le trop de personnel ou le trop de dépenses. On n'a pas suffisamment de recettes pour pouvoir gaspiller. 11 milliards en moins pour toutes les collectivités, comment vous allez faire ? Écoutez, pour ne pas faire moins. Écoutez bien, depuis déjà 10 ans, on est en train d'assécher les collectivités locales. Et le travail du département, c'est d'essayer de trouver, non pas des recettes supplémentaires, mais des économies. Ce que nous avons fait, nous, au département du Pas-de-Calais, et par conséquent, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le département du Pas-de-Calais n'augmente pas ses impôts, et il est capable de faire face à toutes ses obligations. Il a même augmenté son budget d'investissement de 13% pour passer à 300 millions d'euros. Oui, mais vous n'allez pas plus pouvoir faire plus, là. Je ne vais pas pouvoir faire plus, mais j'essaie de maintenir. Et je peux vous dire que sur ce maintien-là, nous avons plus d'imagination qu'on en a eu au niveau de l'État. Jean-René Le Serre, on pourrait voir d'un côté des assemblées départementales élues par la population qui vont être dissoutes, et de l'autre, des préfets désignés, nommés par le gouvernement, mais qui, eux, vont être maintenus. Est-ce que c'est la fin de la décentralisation ? Il va de soi que si on a effectivement des grandes régions et qu'on n'a plus de départements, c'est une recentralisation considérable qui me paraît effectivement totalement incompatible avec l'évolution souhaitée par les populations. Aujourd'hui, la population demande de la proximité. Aujourd'hui, la population, elle exprime effectivement son courroux contre des politiques nationales qu'elle ne comprend pas. Madame Aubry, hier, déclarait que les élections municipales étaient le résultat de politiques nationales incompréhensibles. Eh bien, c'est au niveau effectivement des collectivités, au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions que la population s'y retrouve le mieux. Une recentralisation totale aujourd'hui, c'est vraiment une hypothèse qui, moi, me paraît absurde. Alors, recentralisation d'un côté, est-ce qu'avec de grandes régions, on ne va pas vers le fédéralisme éventuellement ? Oh, ça, n'y croyez pas, ça ressemble pas à la France, ça. Non, je crois qu'on n'est pas encore là. Ce que je crains, c'est que la mort avant 2021 des départements par asphyxie financière. Ce que je crois aussi, c'est qu'on peut toujours dire qu'on est un peu surpris, abasourdi, mais quand même, il y avait des projets de métropolisation, de pôle métropolitain dans la région Nord-Pas-de-Calais. Moi, j'ai ici une revue de la région, on a dit 4 pôles métropolitains, on a dit que tout ça ira vers une métropole régionale. Donc cette recentralisation, elle n'a pas été voulue que par le gouvernement. Et ça, je crois qu'il faut organiser la riposte aujourd'hui. Il est encore temps. Dominique Dupinet, vous dites carrément, vous le dites avec des mots un petit peu plus soft que ce que je vais dire, en gros, Pierre Mauroy doit se retourner dans sa tombe par rapport à la décentralisation. Oui, je trouve que c'est l'esprit de la décentralisation aujourd'hui qui est totalement remis en cause. On assiste finalement à une volonté autoritaire de recentraliser les décisions, alors que jusque maintenant, plus la décentralisation avançait, plus nous faisions la démonstration d'abord que la démocratie locale y gagnait,
Et que l'investissement, il faut bien voir aujourd'hui que 75% de l'investissement est fait par les collectivités locales. L'État n'investit plus. Et le peu qu'il investisse, il vient de l'Europe. Et donc, par conséquent, nous pouvons donner des leçons. Nous pouvons. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces leçons-là ne sont pas écoutées. Je trouve que, finalement, cet état d'esprit qui devait continuer à progresser sur un acte 3 de la décentralisation, aujourd'hui, c'est devenu l'acte premier de la recentralisation. Oui, vous dites, nous, on peut donner de la voix, sauf qu'on entend moyennement, vous, collectivement, l'association des départements, l'association des régions, on vous entend pas trop, vous vous organisez pas, on entend les députés, bon. Moi, personnellement, je vais vous dire très franchement, j'ai dit à l'association des départements de France que ce n'était pas le dialogue qu'il fallait lancer, c'était la résistance. Parce qu'il faut faire des démonstrations auprès des populations que lorsque les départements ne sont plus là, il y a des quantités de pans entiers de la vie locale qui sont en train de s'effondrer. À droite, on est prêt à entendre le discours de Dominique Dupilet et partir au combat ensemble? Bien sûr, mais partiellement seulement. Il faut aussi, on n'est pas parfait, c'est-à-dire il faut aussi qu'on regarde les points sur lesquels on peut progresser, notamment au niveau de l'emploi. Moi, je considère qu'il est tout à fait anormal, par exemple, que alors que l'on a développé les intercos, les communes aient vu leur personnel continuer à augmenter de manière importante. Donc, il y a en matière d'emploi des efforts à faire, et je pense qu'il est honnête de le dire. J'ai entendu aussi votre remarque sur le fédéralisme, qui pourrait être effectivement une solution. J'ai Patrick Kanner, qui après avoir été abasourdi par les déclarations de Manuel Valls, a sorti en quelque sorte l'hypothèse du fédéralisme. Mais fédéralisme, ça veut dire que le temps de travail ne sera pas le même ici et là, ça veut dire qu'on va exploiter le gaz de houille ici et pas là. C'est pas du tout dans l'esprit et dans la culture française. Juste, très brièvement, Dominique Dupilet, comme le non-cumul de mandat, la suppression des départements, ça va affaiblir en particulier deux grands partis qui ont le plus d'élus, le PS et l'UMP. C'est moins d'élus, c'est moins de recettes. Ça pèse aussi dans le débat, là, du point de vue des partis? Bien sûr, c'est moins de démocratie, surtout. C'est moins de proximité. Et donc, par conséquent, les partis politiques sont là pour assurer le maintien de la démocratie et de la République et la proximité auprès des citoyens. Si tout cela est nié, je considère qu'on favorise les extrêmes. Oui, vous reconnaissez aussi que moins d'élus, c'est moins de recettes pour les partis et puis moins... Oh, vous savez, ce n'est pas ce qui constitue les principales recettes des partis, hein. Dominique Vatrin, Manuel Valls a promis un grand débat. Et après, est-ce que vous croyez à un référendum éventuellement pour faire passer la disparition des départements? Déjà, il y a l'étape du 29 avril au Parlement. Les parlementaires pourront s'exprimer. Après, je crois qu'il y a cette résistance qu'il faut construire. Moi, je vais proposer au président du Conseil général, lundi par un courrier, de mettre en premier point de l'ordre du jour la prochaine session du Conseil général ce Big Bang territorial. Les États généraux des territoires organisés au Sénat ont montré cette résistance des élus locaux qui sont inquiets parce qu'ils sont abandonnés par l'État et qui ont besoin des départements pour maintenir des projets locaux. Vous répondez au message de Dominique Dupilet de rentrer en résistance. Référendum, ça vous paraît la voie possible? Ça dépend quand. Bien sûr qu'il n'y aura pas de référendum maintenant. C'est-à-dire que ce sera jouer à harakiri de la part de François Hollande que de faire un référendum. Le seul référendum qui est envisageable, c'est un référendum dans la foulée d'une présidentielle pour rebâtir l'organisation administrative. C'est la seule hypothèse effectivement qui vaille. Dominique Dupilet, comment on va, à votre avis, aller vers cette disparition des départements et est-ce qu'on va y aller au final, à votre avis? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que chaque fois qu'on a parlé de la disparition des départements, les départements se sont trouvés renforcés. Et donc, par conséquent, comme je l'ai dit, les gouvernements passent, les départements restent. Depuis la Révolution française, nous sommes là et nous sommes là encore pour longtemps. En revanche, vous voyez une évolution possible pour les régions, plus facile à faire? Je pense que les régions sont plus neuves et par conséquent, elles peuvent évoluer, mais on doit évoluer tous ensemble. Merci, messieurs, d'avoir donné vos avis très clairs sur cette problématique dont on n'a pas fini de parler. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous retrouverez Jean-Louis Manant pour les 2 prochaines éditions de La Voix est libre. Dans quelques instants, pour vous présenter les infos, ce sera Céline Rousseau. Bon week-end de Pâques à tous. Portez-vous bien. Au revoir.